l'actualité, présentation des symboles de l'État au palais présidentiel. C'est un document de 13 bréviaires de la symbolique de l'État. Le but est de faire bon usage de ces symboles. Bientôt, les pays de la Confédération des États du Sahel intoneront l'hymne de l'AES. La version finale a été validée aujourd'hui par les ministres en charge de la culture du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Prochaine étape, la remise officielle au président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. 80e anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie, ça se passe en Russie. Le Mali prend part à ce grand rendez-vous. Le président de la transition est représenté par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Direction la primature où le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a reçu en audience le président de la BOAD. Il a été question de l'intervention de l'institution financière au Mali avec un portefeuille de 400 milliards de francs CFA pour une vingtaine de projets. Écoutons le président de la BOAD à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koné et Aliou Touri. Bien, nous avons été reçus en audience par Monsieur le Premier ministre, Abdoulaye Maïga. Nous avons évoqué 3 points essentiels. Le Premier ministre a pris le temps de nous donner sa vision qui était précisée dans le cadre, vous savez, du plan Vision 2063. Nous avons conclu très rapidement qu'il y avait donc un certain nombre de secteurs et d'ambitions dans ce plan, qui était également reflété dans le plan de Joliba que vous connaissez maintenant très bien. Nous avons conclu sur le fait qu'après avoir été reçus également en audience ce matin par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, nous avons conclu que au-delà des secteurs assez classiques, nous avons conclu que le secteur de l'énergie était vraiment le secteur des secteurs et qu'il nous fallait mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que l'énergie, tant dans sa phase de production mais également de distribution, soit disponible sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième point a concerné un examen précis des projets que nous entretenons, que la République du Mali a dans les livres de la Banque ouest-africaine de développement. Nous avons à peu près un encours de l'ordre de 400 milliards de francs CFA, déclinés aujourd'hui autour d'une vingtaine de projets. Et ces projets, pour certains d'entre eux en tout cas, ont une dimension d'intégration, et notamment d'intégration régionale, qui sont, comme vous le savez, des éléments essentiels, fondateurs de notre union économique et monétaire ouest-africaine. Le troisième point que nous avons évoqué, c'est rappeler que nous venons d'accueillir le vice-président banquier Abdoulaye Daffé, en qualité donc de vice-président de la BOAD, et Monsieur le Premier ministre s'est réjoui de ces 3 différents points. Comment se porte la coopération entre le Mali et la BOAD? La coopération est excellente, elle est historique naturellement, puisque vous le savez, la République du Mali est un actionnaire d'une part, et puis c'est également un client. Et je tiens à bien souligner les 2 aspects de notre relation, qui est une relation naturellement historique, qui a plus de 50 ans, et nous avons toujours été aux côtés de la République du Mali dans les moments heureux et puis dans les moments un peu moins heureux. Et toujours dans le cadre du renforcement de la collaboration entre le Mali et la BOAD, une convention vient d'être signée entre la Banque et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI. C'est pour lutter efficacement contre la délinquance financière. Il s'agira également pour les 2 parties de renforcer leur expertise pour sécuriser les investissements publics. Un reportage de Mamadou Fani. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI multiplie les initiatives pour mettre fin au phénomène de l'enrichissement illicite. La signature d'une convention de collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD vient contribuer à la répression des faits de l'enrichissement illicite au Mali au regard du rôle de la BOAD dans le financement des projets structurants et dans la transformation économique de nos États. L'acte que nous posons ensemble aujourd'hui marque une étape décisive dans notre volonté commune de promouvoir une gouvernance vertueuse fondée sur la transparence et l'intégrité
à travers la lutte contre le fléau de la corruption et de l'enrichissement illicite. C'est aussi et surtout la promesse d'actions concrètes visant à préserver les maigres ressources de notre pays. En unissant leurs forces, le CLEI et la BOAD veulent identifier, prévenir et combattre toute forme de délinquance financière qui constitue un frein au développement de nos pays. L'objectif étant de lancer les bases pour une future coopération, notamment dans les échanges d'informations, donc de promouvoir les enquêtes ainsi que la prévention visant bien entendu à freiner ces fléaux, comme ça a été dit, que freinent tous nos efforts de développement. Cette convention vient s'ajouter à d'autres signées par le CLEI dans le but de renforcer le maillage sous-régional et régional entre les institutions impliquées dans la lutte contre la délinquance financière. Bientôt, l'hymne de la Confédération des États du Sahel, je le disais dans les titres, et oui, les ministres en charge de la culture des pays membres de l'AES ont validé aujourd'hui à Bamako la version finale. Et c'est là grâce à la contribution des experts des 3 pays. Et dans les jours à venir, la remise officielle au président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Reportage à Lucéné Touré et Tchédia Kamara. Après 3 jours d'intenses travaux, les experts commis à la conception et à la réalisation de l'hymne de la Confédération ont remis ce matin le fruit de leur travail au ministre en charge de la culture. L'hymne de l'AES est un appel à l'unité, une invitation à travailler ensemble pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Notre hymne incarne nos espoirs, nos rêves et notre détermination à bâtir des sociétés plus justes, plus inclusives et prospères. Chaque mot évoqué évoque nos valeurs essentielles, que sont la liberté, la paix et le respect. Ensemble donc, chantons ce hymne avec fierté et détermination en célébrant non seulement la victoire de nos peuples et la victoire de l'AES. Après quelques amendements et observations, les ministres ont donné leur quitus pour la validation de l'hymne. Il y a un peu plus d'un mois de cela, à la demande du Mali qui assure la présidence de la Confédération de l'AES, à la suite de la devise, du drapeau et du logo, il a été demandé à chaque État membre de proposer en prélude à cette réunion un projet d'hymne accompagné d'une mélodie. Notre espace à examiner à la loupe et mettre en exergue dans l'hymne court et facile d'accès les valeurs de la Confédération à promouvoir, à savoir entre autres la souveraineté, le patriotisme, la solidarité, la fraternité, la loyauté vis-à-vis de la Confédération, l'unité de la Confédération en lien avec le panafricanisme, la résilience, le travail. J'ai été impressionné par la qualité des textes et des mélodies proposées par les 3 pays qui appellent tous à l'unité et à l'action. Dans les prochains jours, l'hymne ainsi adopté sera présenté au président Assimi Goïta, président de la Confédération. En attendant, les experts vont devoir intégrer les amendements, recommandations et suggestions. Célébration ce vendredi du 80e anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale en Russie. L'événement a été marqué par une géante parade militaire sur la place rouge à Moscou. 11 000 soldats russes ont défilé. C'était devant le président Vladimir Poutine et une vingtaine de dirigeants des pays invités, dont le nôtre. Le président de la transition était représenté par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Le commentaire de Siaka Konaté. Place Rouge de Moscou, ce 9 mai 2025, marque le 80e anniversaire de la victoire de l'armée rouge de l'ex-Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, appelée en Russie la Grande Guerre patriotique. Здравствуйте, товарищи!
Поздравляю вас с 80-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Après la revue des troupes, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Andrei Belousov, souhaite joyeux anniversaire aux soldats avant de donner le coup d'envoi du défilé militaire. Une géante parade qui a vu défiler 11 000 soldats russes, dont 1 500 militaires ayant combattu en Ukraine dans le cadre de l'opération militaire spéciale déclenchée en février 2022. Ils ont défilé devant le président Vladimir Poutine, entourés des vétérans de la guerre et des dirigeants d'une vingtaine de pays, dont le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, ceux du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, de la Chine, Xi Jinping, la Chine, dont des soldats, tout comme ceux de 12 autres pays, ont défilé aux côtés de leurs homologues russes. Parmi les invités d'honneur, les ministres de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, qui représentait le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta à cette cérémonie. Une présence saluée par le président Poutine, qui a rendu hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver la mère patrie, la Russie et l'humanité, rappelant que l'ex-Union soviétique a payé les tributs humains les plus élevés de la Seconde Guerre mondiale, avec près de 26 millions de morts. C'est pourquoi le chef du Kremlin a assuré que la Russie a été et sera une barrière indestructible contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme. Pour boucler la boucle, Poutine a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe des soldats inconnus. Auparavant, il avait offert un dîner à ses invités la veille, a rappelé que l'Allemagne nazie a signé la capitulation le 8 mai 1945 à Berlin à 23h01. Il était 1h01 à Moscou. C'est pourquoi les Européens célèbrent la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai, les Russes le 9 mai. Et avant la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire de la grande victoire russe sur l'Allemagne nazie, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a participé ce jeudi à une soirée d'hommage aux vétérans à travers des représentations culturelles et artistiques. Les temps forts avec Moussaki. Jour de célébration sur la place rouge de Moscou en Russie. Avant le début de la grande parade militaire commémorant les 80 ans de la victoire contre le nazisme, Moscou reçoit ses invités de marque avec les honneurs. Au total, des dirigeants de 24 pays à travers le monde sont sur place pour assister au défilé. Sur le tapis rouge également, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le chef de l'État burkinabé est présent à ce défilé pour témoigner de la solidarité du peuple burkinabé au peuple russe qui a vaincu l'impérialisme nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Après les civilités, place au défilé. Plus de 11 000 soldats, dont 1 500 militaires ayant combattu en Ukraine, prennent part au défilé. Des soldats de 13 pays amis participent également à la parade. On note aussi le passage de nombreux blindés de l'armée russe et des chars T-34 de la Seconde Guerre mondiale, rappelant la victoire soviétique sur le Troisième Reich et des véhicules d'artillerie. De nombreux armements sont présents au défilé, dont des missiles et des systèmes anti-aériens S-400. Pour la première fois, des drones de la flotte aérienne russe participent à la parade commémorative du 9 mai. Le défilé s'achève par une démonstration de l'armée de l'air qui survole la place rouge avec des avions de chasse et de combat de dernière génération. Ouverture hier à Ouagadougou de la deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité. Les experts des entreprises spécialisées et industrielles venus d'une dizaine de pays échangent sur le thème Défense, Sécurité et Protection civile, enjeux et approches innovantes pour des territoires pacifiés et prospères. Le récit de notre confrère de la DIRPA, Abdoulaye Sako. Le génie et la créativité de l'armée malienne illuminent la deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité, SISDEF au Burkina Faso. Ce rendez-vous réunit les acteurs qui proposent des solutions innovantes en matière de défense et de sécurité. Le drapeau malien est fièrement hissé par des œuvres novatrices comme le véhicule blindé des ateliers militaires centraux de Markala,
des pièces conçues par le centre professionnel de Bafo et les rations alimentaires des militaires entièrement produites par la direction du commissariat des armées. Sur le plan communication, la direction de l'information et des relations publiques des armées a présenté ses différents canaux d'information et de communication au grand public. Je suis très agréablement surpris de voir que dans nos armées, nous sommes dans la recherche des solutions à nos problèmes techniques. Et les solutions, nous l'avons vu, par exemple, je prends le cas du Niger, les salons nigériens que j'ai vus, ils sont un peu bien avancés dans la technologie des drones. C'est quelque chose qui peut nous intéresser. Et au niveau de nos forces armées, l'armée malienne, nous avons vu qu'au niveau des ateliers centraux de Makala, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et les autres armées en ont besoin. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons vu qu'ils ont beaucoup de technologies, beaucoup de connaissances dans les technologies de l'information et dans les technologies de l'armement. Donc ces données peuvent permettre à nos armées, si réellement nous parvenons à regrouper ces synergies dans le cadre de l'AES, à faire de nos armées des armées encore beaucoup plus performantes dans plein de domaines. Dans un contexte de crise multidimensionnelle où le Sahel était ou presque devenu un no man's land, cette rencontre d'experts d'entreprises spécialisées et d'industriels se veut une solution à la guerre asymétrique pour des territoires pacifiés et prospères. L'histoire de l'humanité nous enseigne qu'en ces temps de crise, l'industrie de défense constitue un pilier fondamental de notre souveraineté et un ressort décisif en matière de paix et de développement. C'est en cela que l'initiative du CISEF prend tout son sens. Cette initiative majeure que j'ai le plaisir de patronner aujourd'hui porte les gènes de toutes ces valeurs. Je voudrais en premier lieu saluer l'esprit de résilience et de vision qui a guidé les promoteurs de cet événement. La deuxième édition du Salon international Synergie, Sûreté, Défense et Sécurité SISDEF sera aussi l'occasion pour les experts d'échanger sur différentes thématiques et d'exposer leur savoir-faire à travers des rencontres B2B. Et le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu en audience le ministre des Forces armées du Sénégal, envoyé spécial du président du Sénégal. Il est porteur d'un message du président Bassirou Diomaye Faye, compte rendu Amsatou Hamadou. Il s'agit au cours de cette audience de transmettre au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, le message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Un message de fraternité, d'amitié et de solidarité envers le Niger. Le message de notre président réaffirme la volonté du Sénégal de travailler main dans la main avec le Niger pour renforcer des relations qui sont déjà de très bonne qualité. Au-delà du bilatéral, nous avons aussi convenu d'essayer de travailler ensemble au sein des organisations auxquelles nous appartenons, comme l'UEMOA, comme la SECNA, comme l'Union africaine, mais aussi comme les Nations unies. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ces institutions soient plus fortes et qu'elles puissent nous aider dans nos efforts de développement? Nous avons également parlé d'une institution qui joue un rôle central au niveau de notre continent. C'est la Banque africaine de développement. Comment est-ce qu'on peut travailler de manière à ce que cette banque soit renforcée dans son leadership et dans tous les domaines où elle a besoin d'être renforcée? Le Niger et le Sénégal, a indiqué le général Biram Diop, sont deux pays qui entretiennent de très bonnes relations depuis plusieurs décennies. Ces deux pays, selon l'envoyé spécial, sont liés par l'histoire. Il a par la suite remercié les autorités nigériennes pour l'hospitalité dont bénéficie la communauté sénégalaise au Niger. Et en Italie, où se tient l'édition 2025 du salon Macfruit, au stand du Mali, des visiteurs venus de toute l'Afrique ont pu savourer les mangues juteuses du Mali et les sorbets. 80 entrepreneurs des pays de l'AES prennent part à ce salon, une occasion pour eux de promouvoir leurs produits et de nouer de nouveaux partenariats commerciaux. Le commentaire de Bemba Sibi.
L'AES a l'honneur au salon Magfruit de Rimini en Italie. Les participants ont pu savourer les délices à la faveur de la journée de dégustation organisée au stand du Mali, dénommée The Flavor of Mali. Un événement qui a séduit les visiteurs venus de toute l'Europe. Ce salon, comme on l'a souhaité, nous a permis non seulement de voir comment attaquer les marchés du sud de l'Italie, et aussi, comme on le disait souvent, c'est un salon aussi qui nous a permis non seulement de voir du côté du Moyen-Orient. Le cabinet Yiriwa continuera à accompagner les entreprises africaines à accéder à de nouveaux marchés, à se développer et à conquérir de nouveaux marchés pour se développer, pour développer le secteur privé en général de nos pays. Cet événement visait à valoriser la qualité et le potentiel d'exportation de la mangue malienne tout en tissant des liens avec des distributeurs, transformateurs et acheteurs internationaux. Nous avons accompagné 5 grandes entreprises maliennes qui sont dans la mangue, notamment 3 grandes entreprises qui sont dans l'exportation de la mangue fraîche et 2 grandes entreprises qui sont dans l'exportation de la mangue séchée. Aujourd'hui, la mangue, c'est un des produits phares du Mali qui est un peu partout. Mais si on arrive à l'exporter vers l'Europe sans seulement rester en Allemagne, en France et en Suisse, de venir en Italie, c'est une opportunité pour nous. Le salon Magfruit se veut donc un rendez-vous du monde des affaires et le Mali aura marqué d'une empreinte indélébile sa présence à travers des contacts noués par les participants et le volume des échanges commerciaux. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, l'Association des anciens étudiants et stagiaires de Voronezh rend un vibrant hommage à tous les combattants civils et militaires de l'Union des républiques socialistes et soviétiques de la Fédération de la Russie post-soviétique qui ont infligé une défaite désastreuse aux nazis durant la Grande Guerre patriotique de 1939 à 1945. La célébration du 80e anniversaire de cette victoire offre l'occasion de remercier la Fédération de Russie pour la solidarité indéfectible et son engagement à l'endroit de notre pays pour la formation des ressources humaines indispensables à son développement. Pour l'occasion, la Grande Guerre patriotique a été l'aboutissement des luttes pour la décolonisation et la liberté des peuples d'Afrique et d'Asie. Nous refermons la page actualité AES. Installation des panneaux solaires se poursuit à Bamako dans nos centres de santé. Les installations du centre de santé communautaire de Djenekabougou et de l'association de santé communautaire 2 de Lafiabougou ont été faites cet après-midi. Reportage Koumba Sissé et Mamadou Sidibé. Les personnels et les usagers du centre de santé communautaire de Djenekabougou, Asako Djeneka à Djikronipara et de l'Asakola 2 à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako sont les heureux bénéficiaires des panneaux solaires. Les deux structures pourront désormais tourner 24 heures sur 24 pour assurer la permanence des prestations. C'est une grosse épine qu'on vient d'enlever sous nos pieds. Voilà, nous avons espoir que cette fois, les choses vont bien marcher. Parce qu'on était confronté à des coupures intempestives, donc ça a impacté sur le fonctionnement normal du CESCOM. Donc aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que l'avenir est comme sur des roulettes pour nous. Voilà, nous sommes très contents. Nous félicitons les aidés donateurs et c'est toute la population de la commune 4 qui dit aussi merci. L'initiative fait partie des œuvres sociales du président de la transition. Il s'agit de faire de la coupure d'électricité un triste souvenir, en ce sens qu'elle a longtemps constitué un obstacle au bon fonctionnement de ces établissements. On sait que les ASACO, les CESCOM, c'est le point d'entrée de la population. Et donc, si on met les conditions dans ces CESCOM, et selon la vision du président de la transition, que tous les Maliens aient la santé au plus proche d'eux-mêmes, on voit que c'est une effectivité. Et je demanderai encore à ce personnel soignant d'être encore beaucoup plus accueillant dans nos structures. On se plaint de nous par rapport à l'accueil. Il y a
tout n'est pas rose, mais qu'on essaie encore d'accentuer que chaque malade qui fait un déplacement vers un centre de santé, qu'il soit bien accueilli, et cela pour le bonheur des populations. Nous sommes dans une vaste opération d'électrification solaire des centres de santé. Comme on l'a dit par rapport à nos fourrages, la majorité de nos fourrages c'est dans les écoles et dans les centres de santé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'électrifier en solaire les centres de santé. Tout ça, c'est pour traduire le patriotisme et l'engagement du président de la transition envers les Maliens. On sait que le problème d'électricité est crucial aujourd'hui et électrifier en solaire les centres de santé, c'est permettre aux malades d'être bien accueillis et d'être bien soignés et permettre aux soignants aussi de travailler dans de meilleures conditions. Cette dynamique d'approvisionnement en panneaux solaires sera maintenue au bénéfice d'autres structures sanitaires qui en expriment le besoin. L'assurance a été donnée par le conseiller spécial du président de la transition. Rendons-nous à présent à Mopti, sur place, à la ministre de la Santé et du Développement social, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire ont remis des dons aux déplacés du site de Sokoura au nom des autorités de la transition. La ministre de la Santé a saisi l'occasion pour visiter le CESCOM de Sokoura. Reportage à Souleymane Sidibé et Souleymane Tepsougué. Le ministre de la Santé et du Développement social et le ministre commissaire à la sécurité alimentaire sont en visite dans la Venise malienne. Première étape de la visite, le CESCOM de Sokoura, où le ministre de la Santé est venu s'imprégner des conditions de travail des agents. Le CESCOM, c'est le premier point de contact de la population avec les services de santé. Nous sommes venus voir les services qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent offrir à la population. On ressort avec on a vu un CESCOM avec un personnel bien motivé, une directrice du centre qui est vraiment à la hauteur. Ensuite, la délégation ministérielle s'est rendue au site des déplacés de Sokoura pour une remise des dons des vivres et non-vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA offerts par la sécurité alimentaire. Deux départements et l'ensemble de ses partenaires travaillons pour traduire cette vision, cette volonté du chef de l'État en réalité, en créant les conditions de votre retour chez vous ou de votre établissement dans la sécurité, dans les sièges des opérations militaires qui sont en cours pour créer des conditions de sécurité de ces retours. C'est pour donner au nom des plus hautes autorités, en l'occurrence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le premier ministre chef du gouvernement et au nom de toutes les autorités de la transition, des vivres et des non-vivres sur ce site de déplacés. Ces populations ont reçu suffisamment de vivres et ont même commencé des activités génératrices de revenus. Et leur souhait maintenant, c'est de rentrer chez eux. Et l'État aussi est dans cette même dynamique. Nous sommes en train de préparer les retours. Et les retours, ça se fait avec des services sociaux de base, ça se fait avec l'installation. Et au fur et à mesure, je pense que cette année sera une année où le plus grand nombre de déplacés vont rentrer chez eux. Le gouverneur de la région apprécie l'appui du gouvernement pour la prise en charge des déplacés. La satisfaction des besoins primaires de ces populations est prise en compte et ils en sont heureux. Aujourd'hui, ils ont effectivement exprimé le seul souhait de créer les conditions favorables pour le retour de ces populations sur leur lieu d'origine. Nous profitons pour rendre un hommage appuyé à son excellence le président Assimi Goïta pour tous ses efforts, pour son abnégation au bénéfice des populations. Le chef du site des déplacés, Abdoulaye Bari, a salué les autorités pour cet élan de solidarité en faveur des couches vulnérables. Sokoura est une commune qui regorge plus de 200 ménages déplacés à ces jours. Également dans ce 20h, cette passation de commandement a Sévaré. Le commandant sortant, le colonel-major Didier Dambélé, a passé le commandement au colonel-major Yacouba Sanogo dans le cadre de l'opération Dougokolo. Nous restons avec Souleymane Sidibé et Souleymane Tepsougué. Le tout nouveau commandant du poste des centres interarmés des théâtres centre opération Doukoloko est officiellement installé dans ses fonctions. Le colonel-major Sanogo s'est dit prêt à accomplir la mission qui lui est confiée. L'opération Doukoloko étant une possibilité de mettre l'État du Mali dans l'exercice de ses fonctions régaliennes en s'appuyant sur les forces armées maliennes et de sécurité. Donc nous serons à la tâche, nous allons mettre en œuvre les missions qui nous ont été assignées. Quant au commandant sortant, colonel-major Didier Dambélé, il remercie les autorités pour la confiance placée en lui et ses frères d'armes pour leur accompagnement. Nous sommes vraiment animés d'un sentiment de fierté pour le volume de travail abattu, des résultats obtenus grâce à la collaboration de tous les acteurs de notre environnement opérationnel.
Ces résultats sont dus essentiellement à l'engagement des hommes. Le concept d'opération, la planification, l'ordre d'opération de Dougou-Koloko a été entièrement et exclusivement fait par des officiers maliens qui sont dans la dynamique de mettre cette planification sur le terrain. Déjà, ils ont une avancée sur les autres. Donc nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Chaque théâtre a une spécificité. Et pour le théâtre centre, on l'instruit encore une fois de dérouler l'opération en augmentant un peu le rythme de la manœuvre. Une voie tracée pour le colonel-major Yacouba Sanogo et ses hommes de l'opération Dougou-Koloko pour relever les défis sécuritaires dans le théâtre centre des opérations. La passation de commandement a sévaré dans le cadre de l'opération Dougou-Koloko. Les conséquences économiques de la variabilité climatique sur les femmes rurales au Mali et la conservation et la protection de l'environnement dans les zones minières. Le sujet est au centre des échanges d'un colloque international organisé par le réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali. Les participants sont venus de la sous-région. Reportage Aïssata Saliou Maïga et Alou Bekone. Ce colloque international du réseau des femmes universitaires enseignantes du Mali se veut un cadre d'échange et de partage autour de la thématique femmes et crise climatique en Afrique. Les femmes chercheurs entendent trouver des voies et moyens pour permettre à leurs sœurs des zones rurales qui payent le prix fort des variations climatiques de pouvoir rehausser leur rendement agricole afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans toute l'Afrique de l'Ouest, notamment dans l'espace AES. Fidèle à sa devise éducation, recherche, solidarité et développement et son objectif de favoriser l'autonomisation de la femme ainsi que sa participation effective et accrue au développement du Mali, le document pense que les activités de recherche en milieu universitaire constituent la condition sine qua non de réalisation du dit objectif. En portant notre choix sur le thème femmes et crise climatique en Afrique, nous envisageons de soutenir et accompagner les gouvernants dans leurs actions pour le développement durable du Mali, la protection, la promotion et le respect des droits humains face aux effets du changement climatique. Selon le ministre en charge de l'environnement, pour assurer un avenir meilleur dans un environnement sain, le rôle des femmes dans la gestion climatique est primordial. Le rôle des femmes dans l'action climatique n'est plus à démontrer. Elles sont pas seulement des victimes de la crise climatique, elles sont aussi porteuses de solutions concrètes dans la gestion durable des ressources naturelles, dans les pratiques agricoles résilientes, dans les dynamiques communautaires d'adaptation. Convaincus que les études et les recherches pointues peuvent conduire à des résultats facteurs de réduction des effets du changement climatique et surtout de la vulnérabilité, notamment celle très forte des femmes, je garde espoir que ce colloque nous ouvre la voie vers l'atteinte de cet objectif. Ce colloque international, deuxième du genre, qui réunit des experts, des étudiants, des chercheurs venus de la sous-région ouest africaine et des pays de l'AES, mettra l'accent sur les conséquences économiques de la variabilité climatique sur les femmes rurales au Mali, la conservation et la protection de l'environnement dans les zones minières et la gouvernance environnementale participative et inclusive des femmes dans le processus de décision sur les politiques climatique. Nous nous rendons à présent au palais présidentiel pour parler de la cérémonie de présentation des symboles de l'État. Je le disais dans les titres, le document comprend 13 bréviaires de la symbolique de l'État. Le but est de s'approprier les symboles de l'État pour en faire bon usage. Nyanya Alou Traoré et Tchédie Kamara. Ils sont au nombre de 5. Il s'agit des symboles de l'État. Vous avez le drapeau, la devise, l'hymne, le sceau et les armoiries. Les connaître réellement est un impératif, car ils constituent les attributs d'une république. Notre pays, engagé sur la voie d'une refondation totale et entière, les populations maliennes se doivent à cet effet d'avoir cette culture institutionnelle. Bien sûr, surtout que maintenant la présidence qui a impulsé toute cette dynamique, nous sommes passés
été dans beaucoup d'autres ministères avant, et c'est la toute dernière étape. Et on est sûr que des mesures vont suivre pour corriger tous ces manques de textes et l'inapplication de ces textes qui, quelque part, relèvent de la souveraineté et même de la sécurité. Cette session d'échange est la dernière d'une série commencée en février 2024 à la faveur de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. L'étape de Koulouba, présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, marque la fin de la campagne d'appropriation de ces symboles par le peuple malien. Ces signes particuliers se caractérisent par leur sacralité, leur exclusivité et l'obligation de s'y conformer. La marque de l'État, expression de sa souveraineté, de son identité inaliénable, de sa spécificité, de sa place et de sa singularité dans le concert des nations, source de fierté et de sa dignité, ne saurait continuer à souffrir de banalisation et de légèreté. Véritable école citoyenne, la connaissance des symboles de l'État nous ramène à ce sentiment d'appartenance à une seule et unique nation, d'en être les dignes représentants et de ce fait de l'honorer à tout point de vue, partout où le besoin se fera sentir. C'est ce que recèlent les 13 bréviaires de la symbolique de l'État présentée à l'auditoire. Le bréviaire est un document qui essaye de rappeler à l'ensemble des acteurs de l'État la question des symboles, qui n'est pas une question banale, qui est fondamentale, c'est une question de souveraineté, puisque c'est un identifiant de la nation et des attributs de la République. Donc l'expérience a montré au ministère de la Justice qu'il y avait un mauvais usage de ces symboles-là. Vous avez beaucoup de questions qui restent pendantes. Les gens n'ont pas de réponse concrète et souvent ça amène justement des erreurs dans le comportement des individus. Le bréviaire un peu est ce document qui un peu aide les uns et les autres à avoir en mémoire ces éléments d'information nécessaires pour une bonne conduite citoyenne de chacun. D'autres préoccupations sont prises en charge dans le document. Il est question entre autres de l'interprétation de la carte et du nom Mali, du service protocolaire, de l'usage des langues nationales, des insignes de décoration et du passeport. Le dit document, qui devrait être remis officiellement très prochainement au président de la transition, permettra d'éviter par exemple le désordre que l'on rencontre trop souvent actuellement sur les plateformes digitales, en total déphasage avec la version officielle. Force est de constater aujourd'hui que les paramètres de valeur sociétale sont fortement perturbés par des éléments endogènes et exogènes. Aussi, il revient à chacun de nous de fournir des efforts pour une restructuration efficace et durable de nos valeurs. Cela passe nécessairement par la compréhension et l'appréciation des symboles de l'État. Nous avons bon espoir que les sessions de sensibilisation sur les symboles de l'État permettent d'éveiller davantage la conscience collective des Maliennes et des Maliens, afin que chacun joue pleinement le rôle qui lui revient dans le processus de refondation de notre pays, auquel les autorités de la transition se sont entièrement consacrées. Un Mali d'Inkoura dans un Mali Koura. C'est la vision du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Et ce bréviaire constitue juste une partie infime des différents chantiers de refondation engagés par les autorités de la transition, rappellera le ministre secrétaire général de la présidence dans son intervention. 2025, année de la culture, le monde médiatique a défini son rôle au cours des journées des sciences, de l'information et des communications. Plus de 50 exposés de formation sont prévus pour les participants, des formations sur les médias, culture et l'éclosion du numérique. Awa Adama Koulibaly et Aruna Diarra. La case des apprentis journalistes et communicateurs du Mali a grandement déployé son contenu ce jeudi matin. Micro, caméra, calepin et stylo, les journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication JOSIC débutent en force et en culture. Je voudrais souligner que les médias ont un rôle crucial à jouer pour montrer à nous-mêmes
et au monde l'importance de nos cultures dans le but de non seulement les conserver durablement, mais surtout de les exploiter pour assurer notre progrès. Sur 68 propositions de communication sur médias et culture, 56 ont été retenues pour animer les 2 jours des JOSIC autour de 6 axes principaux. Médias, face aux mutations culturelles en Afrique, AES, enjeux et défis de la communication, désinformation, propagande et radicalisation en Afrique, éducation aux médias face aux défis numériques, représentation de l'Afrique dans les médias du monde et enfin médias et changement climatique. La 3e édition des JOSIC réservait une surprise pour les invités. Pas des moindres d'ailleurs, les 2 studios télé et radio totalement innovés et équipés. En sortant de l'école supérieure de journalisme, on n'a pas besoin forcément d'aller dans une formation pratique. Parce qu'on apprend les b.a.-ba du journalisme sur le plan théorique mais aussi sur le plan pratique. Donc je pense que ces initiatives en termes d'infrastructures de communication sont à saluer et à renforcer. Pour exprimer leur pleine volonté d'assurer la relève, les futurs hommes de médias ont fait montre de leur savoir-faire. Une démonstration qui a conquis l'assistance. Et la prise en compte des enfants et jeunes en mobilité dans les documents de planification du développement local, c'est le sujet d'une session à Bamako. Elle permettra de proposer des solutions concrètes et durables à la problématique de la mobilité des enfants et jeunes. Le reportage de Batraori. Selon les responsables du 6e, le Centre d'information et de gestion des migrations, la mobilité des enfants est aujourd'hui un phénomène d'actualité au Mali. Les enfants, à la recherche d'avenirs meilleurs, prennent des trajectoires à haut risque. Ils se heurtent le plus souvent au mur de la précarité ou de l'exploitation. Conscient du phénomène, le Centre et ses partenaires optent pour un changement de méthode par rapport à la problématique. Nous aurons à examiner ensemble collectivement les recommandations issues du terrain, construire une programmation inclusive des actions prioritaires à court et à moyen terme, définir des mécanismes concrets de suivi, d'évaluation et de coordination multisectorielle. Il s'agit donc aujourd'hui de valider les recommandations formulées par les acteurs des collectivités territoriales, de programmer les mesures concrètes à inscrire dans le PDX avec un calendrier et des responsabilités partagées, de mobiliser ensemble les volontés politiques, les ressources techniques et les appuis financiers pour bâtir un cadre de gouvernance locale sensible à la migration. Ce faisant, nous posons les fondements d'un changement structurel dans la manière dont nos collectivités pensent et planifient le développement, non plus de manière isolée, mais en intégrant la mobilité comme une composante transversale, humaine et stratégique. La session de 2 jours est organisée grâce au soutien financier de Helvetas Mali. Les travaux devront permettre de proposer des solutions concrètes et durables à la problématique de la mobilité des enfants et des jeunes. Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le thème pour cette édition est « Du côté de l'humanité ». Hommage a été rendu à tous ces hommes et femmes qui interviennent pour protéger et sauver des vies et soulager les souffrances, souvent dans des contextes très difficiles. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo et Julie Traoré. Quand les sirènes se taisent et que les regards se détournent, ils restent sur le terrain, en première ligne face aux catastrophes et les conflits pour soulager les détresses humaines. Il s'agit des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sous les couleurs symboliques du mouvement, l'enceinte du siège national de la Croix-Rouge s'est transformée le temps d'une matinée en un lieu de mémoire et d'hommage à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Sans vous, notre emblème ne serait qu'un simple symbole. Grâce à vous, il devient un engagement vivant. La vraie grandeur, c'est d'agir quand personne ne regarde. Être du côté de l'humanité, c'est choisir d'agir, sans distinction ni condition, là où les besoins sont les plus criants. C'est ce que font inlassablement les milliers de volontaires de la Croix-Rouge dans le monde et dont plus de 10 200 de la Croix-Rouge malienne, enracinés dans leur communauté, présents dans les moments d'angoisse comme dans les instants d'espoir. Parfois, ce sont des inconnus,
qui habitent loin dans des zones reculées. Parfois, ce sont des personnes proches de nous, nos voisins, peu importe. Nous sommes tous des humains. Notre rôle et notre mandat en tant que Croix-Rouge est de leur venir en aide au maximum de nos capacités, ensemble, et de faire vivre notre humanité. Placée cette année sous le thème du côté de l'humanité, la cérémonie a mis en lumière le rôle essentiel des bénévoles, souvent anonymes, qui œuvrent dans l'urgence et la discrétion. Les volontaires de la Croix-Rouge malienne font toutes les activités de la Croix-Rouge, des activités en lien avec la santé, des activités en lien avec la préparation et la gestion des catastrophes, des activités en lien avec la sécurité alimentaire et la nutrition, des activités en lien avec la protection de l'environnement et du cadre de vie. La Croix-Rouge malienne œuvre avec courage, constance à l'amélioration du cadre de vie des populations les plus vulnérables. Ces actions s'intègrent pleinement dans la mise en œuvre des politiques de développement sanitaire, économique et social. Face à la multiplication des crises, conflits et catastrophes dans le monde, la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme, rappelant à l'occasion de la commémoration de cette journée qui leur est dédiée que l'humanité ne se déclare pas, elle se prouve chaque jour sur le terrain. Semaine nationale de la liberté de la presse, journée de réflexion sur l'avenir des médias au Mali. Les acteurs se sont retrouvés toute une journée pour faire le diagnostic du métier afin de proposer des solutions pour une presse plus libre, plus sécurisée et plus indépendante. Mohamed Nama Keïta. Les hommes des médias et d'autres structures et associations échangent depuis quelques jours dans l'esprit de préserver davantage la liberté de la presse. La réflexion de ce jeudi, 6e jour de la Semaine nationale de la liberté de la presse, fait focus sur l'avenir du métier au Mali. Les problèmes sont connus, que de bonnes solutions soient proposées et lesquelles solutions seront partagées avec tous les acteurs et qu'on nous accompagne effectivement à faire en sorte qu'on puisse régler ces problèmes de cette presse malienne-là dans un contexte particulièrement difficile. C'est ce que nous cherchons. Et l'assainissement ne peut se faire qu'avec les acteurs de la presse. Et personne ne viendra régler les problèmes de la presse en dehors des acteurs de la presse eux-mêmes. Ces journées de rencontre, c'est positif dans le sens où nous tous avons besoin vraiment de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rassembler, de pouvoir faire une synthèse, faire un diagnostic des mots même qui minent la presse et puis par la suite avoir des réflexions pour pouvoir aboutir à des solutions. Des groupes ont été mis en place pour mener à bien la réflexion sur l'autorégulation, la cohésion entre les fêtières et les défis économiques, entre autres. On a proposé des solutions et les pistes qui ont été dégagées, la maison de la presse doit les évaluer et voir comment les mettre en œuvre. Je crois que le plus important, c'est de faire une approche introspective de la presse. Les médias ont fait eux-mêmes leur introspection, ils ont vu leurs défauts, ils ont vu leurs handicaps, ils ont dit ce qui leur manque et ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les médias reprennent la place qui leur revient, pour faire en sorte qu'ils soient des acteurs de la consolidation de la paix, des acteurs de développement, des voix de la paix et des plumes de la paix pour que notre pays puisse avancer. La presse malienne est donc résolument engagée à se refonder par ses propres recettes et cela en vue de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans l'avènement du Mali croix. Salon international du dromadaire, une initiative de la Fédération malienne du dromadaire et ça se passe au stade du 26 mars. Une façon de transporter la culture du nord au sud pour la cohésion sociale. Lors de la cérémonie, un chameau a été offert au président de la transition au nom de la paix par les organisateurs. Brahima Diallo. La culture est un véritable vecteur de développement et de cohésion sociale. Voilà la raison de cet événement dénommé Salon international du dromadaire. Le chameau, cet animal sahélien, fait partie désormais des moyens de cohésion sociale et sportif de notre pays. La Fédération malienne de dromadaire veut à travers ces rendez-vous connecter tous les fils et filles du Mali. Premier du genre, l'initiative n'est pas fortuite. Nous avons l'insigne d'honneur d'organiser ce salon sous le haut parrainage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. À travers son représentant ici, je tiens à lui exprimer au nom de la FEMAD, les élèves et l'ensemble des communautés pastorales du Mali, notre plus sincère gratitude pour la confiance, sa bienveillance et son attachement aux valeurs de souveraineté, de dignité et d'ancrage local.
Aujourd'hui, avec des événements comme ce salon international, nous avons réuni tous les axes du Mali, tous les recoins du Mali sont ici, que ce soit au niveau du nord ou ailleurs, tous les acteurs sont ici et nous nous plaisons à le montrer à la face du monde que le Mali est un pays de diversité, mais c'est ça sa richesse. Les organisateurs ont profité de cette occasion pour offrir un chameau au président de la transition au nom de la paix et de la cohésion sociale. Le président reçoit ce cadeau avec fierté, espérant que ce cadeau soit un lien entre le sud et le nord. Parce que le Mali a besoin de tous ses fils aujourd'hui. Tout le monde doit jouer sa partition dans l'édifice Mali. Leur dire merci et dire à d'autres communautés d'imiter les communautés du Nord, d'organiser ce genre de fêtes parce que ça montre notre diversité. Les cavaliers ont tenu en haleine les amoureux de la culture touareg, arabe, songoï et morts à travers des démonstrations. Et les dépouilles des 7 membres d'équipe d'Air Mali qui ont perdu la vie le 11 août 1974 à Ouagadougou ont été rapatriées au Mali, un événement rendu possible grâce à l'association des anciens travailleurs d'Air Mali. Des prières et lectures de Coran ont été faites pour leur rendre hommage à Batraoré. Après un demi-siècle, les membres de l'ATAM, l'association des anciens travailleurs d'Air Mali, se souviennent encore du 11 août 1974. Ce jour-là, 7 travailleurs, tous membres d'un équipage d'Air Mali en mission, perdent la vie dans un crash d'avion au large de Ouagadougou. Ces hommes n'étaient pas des simples travailleurs, ils étaient les ailes du Mali, les pionniers d'une époque où voler au nom d'une nation naissante était un acte de foi, de bravoure et de sacrifice. Aujourd'hui, nous rapatrions leurs dépouilles vers la terre de leurs ancêtres. Le cimetière de Tanguin à Ouagadougou, désormais désaffecté, ne pouvait rester leur dernière demeure. Il était de notre devoir, de notre obligation de mémoire, de ramener ces martyrs à Bamako chez eux, parmi les leurs, pour un repos éternel digne de leur engagement. Ces victimes du 11 août 1974 sont des morts pour le Mali entier. C'est pourquoi le ministre des Transports et des Infrastructures s'est joint aux membres de l'ATAM pour commémorer cette douloureuse circonstance. Et aussitôt, les plus hautes autorités saisies m'ont autorisé à venir présenter les condoléances de l'ensemble du peuple malien aux familles endeuillées. Et nous disons aux parents des défunts que les noms de ces héros seront gravés dans les annales de l'État du Mali. Prières et lectures de Coran ont été faites avant de conduire les 7 cercueils en terre malienne dans le cimetière d'Amdalaï. Et c'est ce qui met fin à cette édition. La rédaction vous donne rendez-vous pour un autre point de l'actualité demain à 13h. Une présentation de Abdelkarim Kaba. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour le 20h, Dieu voulant. Nos grands-pères disaient que les pensées négatives n'ont aucun pouvoir sur nous si nous ne leur accordons pas de l'importance. Le Mali pour tous et tous pour le Mali. Bonne fin de soirée à tous.